Awesome. I think I got that started. Then going back to share my slide. Yeah. So like I said earlier, just gonna run through Lane, what we do, who we are, and our programs. Talk about M for a bit. Then I'll introduce Rodrigue, and then Rodrigue will run the session basically. And this session will be in French. Just repeating that. So once again, welcome everyone to the session. This session is basically focused on um the MBA for Francophone Africa in particular. So running through Lane, Lane is basically a community of MBA enthusiasts. We basically leverage the power of community to help African prospective candidates get into top business schools. Right now, we're focused on increasing Africa's in the global MBA programs, top 150 across North America and Europe. And we believe that, we're to future generations to basically build an alliance of high worth Africans who will collectively improve the condition of Africa in the future. Our major goal is kind of empower 1,000 Africans in the top 150 global MBA programs in 7 years. Currently, we have spent about 4 years doing this, and we've currently supported about 400 to 500 Africans. So we're hoping to kind of, grow that in the next 3 years and really, push that forward. And, Africa is very diverse in the way we are built. Um, there's West Africa, there's South Africa, there's East Africa. So many languages, English, French, Swahili, Arabic, among others as well, right? So we're looking towards like, diving more into the more diverse parts of Africa where, English is not the first language and, helping to build that connection there, and strengthen that as well. And this session is one of the sessions we held. It's actually our third session this year. We held one previously for South Africa and one for East Africa. So now we're focusing on Francophone Africa. Um, we want to basically bridge the gap between MBA education and talented Africans by creating a win-win partnership. So we can kind of, increase diversity exposure across support programs, and then also create a pipeline of MBA applicants with investors in the future as well. Our goal is to inspire development of African business education by 2037. Just running a bit into what Lane does, we basically have about three initiatives we focus on. LAMP is our mentorship program where we pair African MBA candidates with MBA students or alums to have like kind of like a one-on-one coach throughout the MBA application. Someone who supports with the essay writing, networking, review of your CVs and the entire application. We've had like huge success rates here. We're running this July through December this year. Cohort one is currently in progress. Um, and we're hoping to kind of, get results from there. Um, and then we have a second cohort coming up in October, November as well. So to be part of LAMP, you can basically fill out the class form to be part of the class of 25 to 26, and we just, review applicants from there on a rolling basis to get added to the LAMP class. However, LAMP is not the only way you can benefit from Lane. I would say Mustafa can testify to this because he wasn't part of LAMP, but um, he received some support from Lane. Yes. Uh, yeah. So we also have M4A. M4A is our outcome focused activities. Here we basically bring outcomes from top 150 MBA programs to speak to students about their programs and about crafting a strong MBA application in general. Here you kind of get, I would say, customized insights in terms of applying as an African candidate to different business schools, and it comes with certain perks like application fee waivers, among others. Um, and then we have SCI, which is our student focused webinars where we bring African business clubs from different schools to kind of speak to students about how to craft an essay very specific to that school. So the students basically speak about how they wrote their own essays for the schools. Also, if there are any changes in essays for the year, they kind of share their insights as to what the school is looking for and how you can navigate, you know, writing essays that suits or that are kind of positioning the best light for the school in particular. And this also gives you the chance to kind of network and reach out to students who can help, review your application somewhere down the line. And this is basically our calendar for the year. So this session is kind of part of M4A. We're doing this ahead of starting M4A sessions with outcomes, just so everyone kind of understands the process a bit more and
can have, I would say, more insightful questions or more helpful questions when we start M4A officially to ask outcomes. So, you're having questions that are very specific to your use case, and that can help you kind of get the most out of, M4A down the line, as well as SCI. Um, like I mentioned earlier, name members are going to several schools across the top 150 MBA programs in both North America and Europe, and we're looking to kind of expand this list going forward. Um, so yeah, so we're looking to run M4A through. I think we need to update this because we're going to run through October at this point. Um, Also, there are a ton of learning resources. We have the community where you can ask questions. Also, that we have a podcast and a YouTube channel where you can, look to get resources or and also like application tips. And as well, you can reach out to the members in general. We're always happy to help out. So just running back a bit as we dive more into the session, I'm just going to introduce our moderator for today. Our moderator is Rodrigue. Hi, Rodrigue. Thanks for making our time. Rodrigue is an MBA candidate from at the University of Chicago Booth School of Business. His primary professional aim is to enhance healthcare for the aging population in the United States by acquiring, improving, and expanding the scope of services, um, particularly with primary care practices. Um, Basically, his aim is to be part of the broader strategy to extend healthcare accessibility and elevate service standards across the sector. Prior to both, Rodrigue worked as an assistant director and actuary at Moody's Analytics in New York and London offices. And his accomplishments include pioneering market strategies to boost catastrophic models sales in diverse regions of the world, and spearheading development of new climate-related insurance products. Rodrigue also founded two healthcare ventures, Zagodo Health, where he successfully launched a vital telemedicine solution during the pandemic, and Nice Kidney Care to expand dialysis access to underserved communities. Rodrigue is from Yaoundé, Cameroon, and is fluent in both English and French. So I'm just going to hand it over to Rodrigue to take over this session. Rodrigue, the floor is yours. Thanks, Sophie. Is there a way to spotlight the panelists? I don't know if it's a thing. I think you're muted. Okay. Oh, thanks for that. I was trying to say, yeah, I'm just going to do that now. But you can go ahead, Rodrigue, I'll spotlight them. Ok. Merci à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Mon nom c'est Rodrigue Dukeshi et comme OP a signalé, je suis originaire du Cameroun. Euh, et dès que ça close the sales, ce à quoi je pense, c'est qu'on va commencer à discuter discuter des challenges qui sont uniques aux applicants qui viennent de l'Afrique francophone. Euh, Mustapha, Khadija, est-ce qu'on peut discuter un peu des challenges qui sont spécifiques et que vous pensez uniques aux Africains francophones et comment est-ce que un candidat peut se préparer euh, quand on voit ces challenges-là? Je crois que je vais laisser en premier la parole à Khadija. Je vais y aller. Bonjour tout le monde. Super ravie de faire ça. Bon, je vais déjà souvent mixer le français et l'anglais parce que des fois c'est un peu plus évident avec l'anglais actuellement. Je m'appelle Hadija Ba. J'ai fait MIT Sloan. Et donc j'ai fini en 2023, il y a un an maintenant, ce qui passe assez rapidement. Donc pour répondre un peu plus à la question par rapport au MBA Francophone Africa, je think c'est un problème déjà d'information. J'ai l'impression que quand on est bon, moi, je suis du Sénégal, je suis basée à Dakar actuellement, donc je suis retournée après avoir fait mon MBA. En général, c'est juste le manque d'accès à l'information quand il s'agit des programmes aux États-Unis en général. Et je parle spécifiquement aux États-Unis parce que c'est le processus que j'ai fait. Mais on connaît le curriculum français en général, nos grands frères, nos parents peut-être ont fait, et puis on est un peu exposé. Donc c'est déjà ça, l'idée de réfléchir et de se dire de faire peut-être HEC
pour un MBA, c'est évident, mais peut-être pas Harvard ou bien MIT, Chicago, Stanford. C'est pas forcément naturel, déjà parce qu'on ne le voit pas. Et ensuite, il faut faire les recherches qui vont avec. I think le deuxième problème, c'est vraiment un problème de langue. Donc, il y a le barrier si tu as passé toute ta vie à parler français et peut-être que tu n'es pas aussi exposé à l'anglais et de devoir réfléchir à ça à la prochaine étape, c'est compliqué. Et je dirais la troisième chose aussi, donc il y a un problème Afrique francophone, mais honnêtement un peu partout quand on est africain, c'est le problème de financement. C'est-à-dire de se dire comment est-ce que je vais accéder à ces écoles et pouvoir payer pour 2 ans, vu que ce que ça coûte. Et en général, si tu es en Afrique et que tu te fais, moi, je peux dire du franc CFA et me dire que je vais payer tant d'argent en dollars, ça peut être quelque chose de compliqué. Donc je dirais que c'est les trois principalement qui me viennent en tête. Oui, je crois que, bon, je vais me présenter d'abord rapidement. Alors, moi, c'est Mustapha Ardouane, je viens du Maroc. Euh, j'ai travaillé 7 ans au Maroc. J'ai fait ingénierie avant et j'ai travaillé en conseil ingénierie. J'étais un consultant senior à Capgemini avant de venir faire mon MBA, commencer mon MBA aux États-Unis à la University of Georgia Terry. Alors, je crois que Khadija, elle a parlé de 3 points très, très importants. Je dirais en plus de ça, il y a la culture euh, différente quand on postule pour un MBA. Nous, quand on a, je crois que c'est pareil pour toute l'Afrique francophone. Moi, je parle du Maroc, mais je crois que c'est pareil pour l'Afrique francophone. C'est qu'on a étudié dans un système français. Généralement, quand on postule pour des écoles, on voit nos notes, on passe peut-être un test et on pense pas à donner de l'importance à quelque chose comme les essais, les essays, des essays, à faire du networking, réseautage avec les écoles. Euh, et, et ça, c'est très, très important pour les Américains et même pour les MBA en général, même en Europe. Et nous, on pense pas trop à ça. On pense juste, on va passer le GMAT, le GRE et voilà, on passe nos tests et on va postuler. Et donc voilà, il y a ce point-là. Et il y a le manque d'accès à l'information, je dirais même au coaching. Il y a l'information, le manque d'accès à l'information et aussi au coaching. Par exemple, si tu veux préparer au GMAT, tu trouveras pas beaucoup de gens qui vont te préparer au GMAT quand tu viens de l'Afrique francophone, je dirais. Bon, après, je parle du Maroc, mais je crois que c'est pareil en Afrique francophone. C'est que il n'y a pas la culture. Donc, tu auras une difficulté à trouver des gens ou des organismes qui vont te préparer au GRE, au gym. Voilà. Merci à vous deux. Et c'est des points très importants. Je crois que le point central là, c'est un problème de culture et en plus de l'information. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce qu'on pense être quelque chose qui va être détrimental pour nous parfois, c'est quelque chose qu'on peut tourner à notre avantage en tant que francophone. Les écoles ont ce qu'on appelle les applicant pools, n'est-ce pas, les groupes de candidats. Et parfois, quand tu viens d'un pays qui parle français, qui n'est pas la France ou le Canada, parce qu'ils n'en voient pas beaucoup, ils prêtent une attention particulière à l'application. Et c'est quelque chose que les gens doivent donc se rappeler quand il s'agit de commencer à appliquer ou rechercher les écoles. Et sur ce point-là, peut-être quand on parle de ce problème de culture-là, et, et on regarde tous les challenges qu'il y a, et maintenant il faut accéder à l'information. Quels sont les conseils que vous pouvez donner quand il s'agit de rechercher et sélectionner les écoles? Parce que c'est très important ici. On est conditionné parfois en Afrique francophone par ce qu'on voit dans les films. Ça veut dire quoi? Quand on grandit, on voit des films où on sait que si ce n'est pas Harvard ou Yale ou, euh, ou Stanford ou Columbia ou MIT, on ne connaît pas d'autres écoles. Je connais un Africain francophone qui a refusé d'aller à Kellogg et a décidé d'aller à Yale. Yale est une très bonne école, mais quand il s'agit de MBA, Kellogg et Yale ne sont pas au même niveau. Et il a commencé à regretter quand il s'agissait de commencer à recruter pour des boulots de private equity parce qu'il s'est rendu compte que personne ne venait ailleurs. N'est-ce pas? Donc, comment est-ce qu'on recherche? Quel est le conseil quand il s'agit de rechercher ces écoles-là et sélectionner les écoles et filtrer
ce qu'on appelle le noise pendant qu'on recherche et être concentré. Je dirais que ça dépend. So, quand il s'agit de faire la recherche initiale, quand tu te dis je veux faire mon MBA, doit être as broad as possible. C'est-à-dire que tu veux vraiment regarder quels sont les programmes aux États-Unis. Après, c'est un peu à toi de choisir. Est-ce que tu as une approche de je veux les top schools? Est-ce que je target le M7? Est-ce que les M7, c'est ce qu'on appelle il y a un groupe d'universités en général qui sont les top 7 qui sont dedans. Honnêtement, je pourrais pas le lister. Je sais qu'il y a Harvard, MIT, I think Stanford is in there. Booth is in there, non? Je ne sais pas. Mhm. Oui, il y en Stanford, a. yes. Et après, il y en a qui te disent, OK, je regarde les T10, donc les top 10, top 15, top 25. Donc, je connais beaucoup de personnes en général, ils essaient de partir de cette base de, je veux faire mes études dans un top quelque chose, right? I think c'est une chose à faire et puis de regarder les listings, et etc. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y en a qui veulent faire un bon MBA programme, tu vas regarder et puis voilà. Et donc, c'est regarder ce listing si c'est quelque chose qui t'intéresse. Regardez les différentes universités et les différents programmes qu'ils offrent. I think ensuite, il y a plusieurs choses à regarder en termes de critères. Numéro un, peut-être, c'est le pays, c'est l'État. C'est-à-dire que moi, par exemple, je savais que je voulais rester dans le East Coast. Je suis toujours entre Dakar et les États-Unis. West Coast, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, j'ai regardé aucune école qui était de l'autre côté, qui était du côté californien ou autre, peu importe le ranking, peu importe quoi que ce soit. C'est peut-être regarder en général les ressortissants de cette école, où est-ce qu'ils vont. Donc, c'est-à-dire que Rodrigue a donné l'exemple parfait de si tu veux private equity, il y a des écoles qui sont connues pour tout ce qui est private equity. Il y a des écoles qui sont connues pour peut-être l'entrepreneuriat un peu plus, pour la tech un peu plus, etc., etc. Donc, il faut vraiment commencer la recherche avec une idée de, c'est bien d'avoir une recherche globale au début, juste pour avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain et les différentes universités. Et ensuite, une recherche un peu plus annexée de savoir, OK, c'est ça qui m'intéresse. Je sais qu'après, je veux aller en PI. Je sais qu'après, je veux retourner en Afrique. Peut-être qu'après, je veux rester aux États-Unis, etc., etc. Ça, je dirais que c'est le deuxième. Et ensuite, par rapport à cette recherche, c'est vraiment le processus de commencer à parler à des alumni si possible. Donc, ils sont sur LinkedIn. Il faut aller faire des cold outreach. C'est-à-dire que tu vas voir des gens qui ont fait telle et telle université. C'est juste d'envoyer des messages. Je dis, hey, je m'appelle tel, je suis de tel pays. Surtout en général, Afrique francophone, on n'est pas beaucoup, donc on regarde et on remarque quand même. Et puis, dire que vous êtes intéressé et peut-être qu'on peut parler ou quelque chose du genre. Euh, et ensuite, il y a plein d'autres, hein. Donc, les universités en général, ils ont des info sessions qui attendent. Donc, il y a des événements comme celui-là avec Lane. Mais vraiment, c'est une idée d'avoir une idée de ce que tu cherches. Et puis, essayer de regarder et d'ouvrir l'esprit, de garder l'esprit ouvert en termes de ce qui est là-bas. Ben, je crois que, voilà, par rapport à la géographie, c'est important de... Enfin, je crois, je dirais, ça dépend de chacun et ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et vous listez vos priorités. Il y a la, comme a dit Khadija, il y a la géographie, il y a voilà, les objectifs de carrière. Déjà, ça peut être difficile pour vous de penser aux objectifs de carrière avant, des mois avant d'intégrer le MBA. Peut-être vous ne connaissez même pas c'est quoi la private equity, mais au début, il faut au moins avoir une idée, au moins générale de ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez aller à la finance ou au tech ou conseil. Euh, donc, c'est important de savoir déjà les objectifs, un peu les objectifs de carrière au début, au moins. Et après, ça va s'affiner avec, au fur et à mesure que vous connaissez plus. On fait quoi dans ce job, on fait quoi dans ce job, les heures de ce job, les salaires, etc. Et pour la géographie, c'est important parce que il n'y a pas que, je dirais, les États-Unis, parce que vous pouvez en même temps, il y a les MBA en Europe qu'on oublie souvent, mais ceux-là sont très bien aussi. Que vous pouvez, par exemple, travailler en Europe ou au Moyen-Orient, ou même si vous voulez retourner en Afrique. Euh, et il y a aussi le point du financement. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, non, je vais penser juste à aller à Columbia ou à Harvard ou à, je sais pas, Stanford ou à un MBA qui est
très bon, mais il faut savoir que plus vous allez dans le classement, vous êtes plus haut dans le classement, moins vos chances sont généralement d'obtenir une bourse. Donc, voilà, il faut penser à votre appétit au risque. Si vous voulez prendre le risque de prendre un grand prêt ou vous voulez plus maximiser euh, votre, euh, vos chances d'avoir une bourse et, euh, et voilà. Et peut-être un truc important à noter aussi, c'est ce qu'on appelle le STEM designation pour ces MBA-là. Parce que quand vous venez aux États-Unis en tant qu'étudiant étranger, euh, on donne un permis de travail d'un an pour tout le monde qui finit l'école. Mais pour ceux qui ont fait ce qu'on appelle STEM, so sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, on donne un permis de travail d'un an et puis on étend ça de 2 ans. Ça donne 3 ans à votre employeur post-MBA de pouvoir file pour le visa de travail, le H-1B, parce que c'est un système de loterie. Et c'est pas tous les MBA qui ont le STEM designation. Il faut se rassurer aussi que le programme que vous choisissez en recherchant un système désigné. Parfois, ce n'est pas système designation, mais on demande de prendre des classes spécifiques pour avoir ce système. Je crois que c'est le cas de Cornell. À Cornell, ce n'est pas système désigné, mais si tu prends les classes à Cornell Tech à Manhattan, dans ton MBA STEM, et puis tu peux prendre le permis de travail pour 3 ans. Donc ça aussi, c'est des trucs à savoir aussi, quoi. Et je crois que Khalid a mentionné LinkedIn pour reach out, pour faire signer aux alumni. Généralement, si la langue est une barrière aussi au départ, un truc, c'est sur LinkedIn, on peut filtrer la position géographique des alumni. Tu peux regarder quelqu'un qui a peut-être fait, je sais pas moi, MIT ou Columbia, mais qui vit à Paris, par exemple. Et là, il y a une certitude que cette personne parle un peu français et vous pouvez faire signer la personne écrit en français, par exemple, quoi. Ça, c'est quelque chose aussi, euh, une idée qui peut être utilisée. Je veux juste taper sur quelque chose dont Moustapha avait parlé. C'est un peu l'idée de why, pourquoi faire le MBA. Et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes. Et moi, je sais que, donc j'ai fait mon bachelor aux États-Unis. Après mon bac, j'ai quitté Dakar pour aller aux États-Unis. J'ai fait mon bachelor. J'ai travaillé 2, 3 ans avant de retourner au Sénégal, pendant 2, 3 ans avant de repartir. Et je sais qu'au début, juste après avoir fini mon bachelor, j'ai commencé à chercher les programmes MBA que je connaissais de nom. Je m'étais dit, OK, je vais regarder. Mais après, je réalise assez rapidement, d'accord, tu as besoin d'à peu près en moyenne de 5 ans d'expérience. Tu peux avoir un peu moins, c'est-à-dire ça peut être 4 ans. Il y en a qui poussent 2 ans et demi, 3, mais c'est un minimum de 2 ans à peu près. Et ça peut être un peu plus. Je crois que dans notre programme, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait 12 ans d'expérience, c'était le grand maximum. Et puis le minimum, c'était 2 ans et demi d'expérience, mais la moyenne, c'était 5 ans d'expérience. Et je m'en rappelle, durant cette période, j'ai dû prendre un moment pour me dire d'accord. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose un peu plus long terme pour moi. Mais aussi, ça m'a permis de réfléchir à pourquoi le MBA et ensuite, comment est-ce que je peux raconter mon histoire, surtout parce que moi, j'ai eu beaucoup de pivots de carrière. Donc, j'ai commencé ma carrière en non-profit en faisant analyse de données, IT project management. Ensuite, je suis rentrée au Sénégal parce que je m'étais intéressée à la fintech et l'entrepreneuriat. J'étais en cabinet. Bon, maintenant, je suis en VC, donc ça change beaucoup. Mais c'était difficile pour moi de voir comment est-ce que je peux expliquer cette idée de pourquoi est-ce que je veux aller à l'école. Et donc, c'est un exercice qui est compliqué. Je crois que c'est la partie la plus compliquée, en tout cas pour moi, ça l'était. Je sais qu'en général, on sait que le GMAT et le GRE, c'est quelque chose à faire. Les notes, tu les as ou tu les as pas un peu, tu peux prendre des tests, etc. Mais c'est la partie dont on ne pense pas automatiquement au début, mais qui est vraiment la partie, je veux faire un MBA. Pourquoi? Est-ce que c'est pour changer de carrière? Est-ce que c'est pour devenir un manager après, alors que maintenant je suis un peu plus junior? Est-ce que c'est parce que je veux faire l'entrepreneuriat? Et donc, ça aide beaucoup dans tout ce qui est la recherche de l'université, qui nous correspond un peu. Et aussi, ça nous aide lors du processus d'application. Donc, je voulais juste mentionner ça par rapport à ce que Moussa a dit. Yes. Et on allait toucher dessus, mais maintenant qu'on est là-dessus, il y a une chose à ajouter. Il y a pourquoi, mais il y a aussi pourquoi maintenant. Ça, c'est un deuxième point. Et le pourquoi maintenant, c'est si tu es sur les deux extrêmes au niveau du spectrum de carrière. Si tu n'as que 2 ans et demi d'expérience ou 3 ans, ou tu as 12 ans d'expérience, généralement, l'école veut savoir
pourquoi tu veux faire le MBA maintenant? Si tu as 2 ans et demi, pourquoi maintenant? Parce que tu es un peu jeune. Si tu as 12 ans, pourquoi ne pas faire un MBA exécutif à la place? Et généralement, si tu es au milieu, certaines écoles spécifiques veulent savoir aussi pourquoi maintenant, comme Tuck, Adab ou Haddad à l'Université de Virginie. Généralement, ils te demandent pourquoi maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose à faire. Je crois que le General Umbrella, c'est d'avoir une sorte de clarté personnelle sur les plans futurs. Lorsque, as a candidate, vous avez une sorte de clarté personnelle et vous savez exactement pourquoi vous voulez faire les choses, où est-ce que vous vous voyez dans 2, 3, 5, 10, 15 ans, et vous pouvez expliquer ça de façon éloquente. Généralement, je dis aux gens, si tu peux expliquer ton short-term et ton long-term goal à quelqu'un en utilisant moins de 200 mots, alors tu as assez de clarté personnelle. Alors tu peux écrire, tu peux expandre sur un essai plus facilement. Et l'exercice, c'est d'aller regarder l'application de Duke University. Il pose cette question. Donnez-moi vos goals en 150 mots. Maintenant, une fois que tu peux faire ça et que tu peux faire ça de façon précise et concise, généralement, you're on the spot. Mais maintenant qu'on est sur ce sujet de la clarté, là, quel est le conseil mais peut-être on va virer chez Mustapha en premier ici. Quel est le conseil, Mustapha, que tu peux donner pour quelqu'un qui est en train de travailler sur définir son pourquoi MBA ou pourquoi MBA maintenant? Euh, je crois que la première des choses à faire, c'est que euh, il y a deux choses à se mettre en tête. Déjà, il faut être vraiment très, très honnête avec soi-même et se dire, voilà, c'est un grand investissement. Parce que c'est un investissement en temps et en argent. C'est un gros investissement. Vous sortez de votre zone de confort. Donc, il faut être vraiment honnête avec soi-même, voir quelle carrière on veut faire. Déjà, en général, dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, pour moi, je vais dire, je veux, sur le long terme, faire quelque chose qui me passionne, mais en même temps avoir une liberté financière. Donc, moi, il n'y a pas que l'option du MBA. On peut faire un business, on peut un side business, il y a d'autres choses. Peut-être qu'on peut aller directement travailler à un pays qui paye très bien, par exemple. Et on n'aurait même pas à faire l'investissement en temps et en argent. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Quel est son but déjà, à part carrière, en général dans la vie, sur le long terme? C'est entre soi-même. Et après, quand serait, est-ce qu'on est prêt à faire, pourquoi le MBA en général, par rapport à nos buts dans la vie, on va se dire quelles sont les carrières qui nous intéressent après le MBA. C'est là où qui nous passionnent. Après le MBA, où on pourrait, voilà, répondre les questions les essay questions. Et là, par exemple, pour moi, c'était le conseil stratégie où c'était vraiment ce que je voulais faire le plus après. Et donc, voilà, on commence à chercher. Il faut avoir une idée des carrières après MBA, quelles sont les carrières ouvertes et est-ce qu'elles s'alignent avec nos passions. C'est facile de le faire. On pourrait aller, par exemple, juste dans le Career Report de MIT, par exemple, et on voit les gens où ils travaillent. Et on va chercher ces carrières-là facilement. On va prendre, voilà, conseil stratégie, product manager en tech, etc. On va chercher ces carrières. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Ça me passionne, ça s'aligne avec. Donc voilà, moi je dirais que c'est ça le processus un peu que j'ai suivi pour définir pourquoi un MBA. Je crois que c'était assez similaire pour moi dans le sens où c'était une question. Moi, je savais que je voulais faire ce pivot de carrière et donc j'avais toujours été dans le domaine de la santé, donc tout ce qui était tech quand même, et je savais que j'étais intéressée par tout ce qui était fintech au début. Mais la chose à noter, c'est que je ne savais pas exactement quoi. Et aussi, you need to create space to be unsure to a certain extent. Donc, l'idée, c'est pas aujourd'hui de savoir exactement ce que tu veux faire dès que tu graduates et juste après. Ça dépend des universités aussi. Je sais que pour MIT, par exemple, il y a pas de essays. Donc, il y a un cover letter et après, il y a une vidéo de 60 secondes. Il n'y a pas une question où on te demande tes objectifs dans le futur. Parce que pour eux, l'idée, c'est on veut savoir ce que tu as eu à faire dans le passé
Et parce que tu as eu à faire tel, 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 on a pu voir que tu as pu grandir dans ta carrière, tu as pu évoluer, tu as pris des décisions en fait qui sont bien pour toi et qui sont bien professionnelles que tu pourras le refaire après. C'est quand même bien d'avoir une idée, mais c'est pas forcément, je sais que je veux aller dans cette entreprise juste après graduation, dans cette ville et tout. Donc il y a ça. Moi, j'ai eu le problème de, bon, c'était pas vraiment un problème, c'était juste, je savais que j'étais intéressée par la fintech, mais je savais pas si je voulais travailler dans une entreprise corporate ou bien si je voulais rejoindre une startup, si je voulais faire ma propre startup. C'est quelque chose que j'avais dit très clairement. Les 2 ans, en fait, c'est une période pour moi de regarder qu'est-ce que ça veut dire pour moi de devenir quelqu'un, d'être quelqu'un qui va être dans la fintech ensuite. Et donc, c'est vraiment cette idée de carrière dans le sens où est-ce que je veux être à peu près un peu plus tard, et ensuite faire le travail pour. Euh, et je dirais que, again, it goes back to la conversation sur les gens qui ont fait le MBA. Ça peut beaucoup aider. Moi, j'ai vraiment eu une bonne expérience parce que j'ai pu parler à beaucoup de personnes avant qui m'ont donné une idée de ce que c'était et aussi du travail qui était beaucoup personnel. Moi, je trouvais que le MBA, c'était une expérience personnelle autant Mhm. qu'une expérience professionnelle, hein. Et je ne m'y attendais pas à ce niveau. Je m'étais dit, bon, je pars, je fais mes études, j'ai un master, j'ai un MBA après, c'est bien. Mais vraiment, d'un point de vue humain, ça a été une grande expérience de développement personnel aussi et de développement professionnel. Donc, c'est vraiment cette idée de faire le travail, de savoir what am I looking to get? C'est pas forcé que tu fasses exactement ce que tu as écrit. Tu peux changer d'avis, tu peux découvrir quelque chose durant le business school, mais c'est bon d'avoir une direction générale. Ça aide beaucoup à la fin. Et merci Khadija et Moustapha. Et comme vous avez dit, parler avoir des conversations avec ceux qui sont passés par cette expérience aide beaucoup. Je me rappelle que même pour mon cas personnel, ma première conversation avec un MBA était un monsieur sénégalais il vit sur ma rue aussi. Et il avait fait son MBA il y a quelques années à Duke et il est il gère tout ce qui est ventures à IBM. Et on a discuté, on était au parc et on parlait de tout et de rien. C'est lui qui me dit un jour, est-ce que tu as déjà pensé à faire un MBA? Et il commence à me parler de tous ces trucs-là. C'est un choix personnel, mais tu développes, tu apprends beaucoup de choses et puis ça ouvre des portes et c'est tout. Mais ce why-là, c'est le premier truc à vraiment, vraiment travailler. C'est pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et l'avantage qu'on a, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on pense parfois être quelque chose qui va être détrimental est ce qu'on doit utiliser comme asset. On a beaucoup d'histoires qui sont uniques et personnelles quand on vient de l'Afrique. Euh, je lis beaucoup d'essais parce que j'aide les gens à appliquer, mais aussi parce que je suis admission fellow à Booth. Et quand je lis les essais des Africains, c'est toujours fascinant parce qu'il y a des histoires. J'ai lu un essai d'une fois d'un gars qui est en train de vouloir créer une compagnie de médicaments, qui vérifie l'authenticité des médicaments parce que sa maman a bu un médicament qui venait d'Inde qui était faux, la maman est morte. Tu ne vois pas beaucoup d'histoires comme ça chez les Américains et c'est l'avantage que les Africains ont en fait. Où tu peux puiser dans ce genre de challenge qu'on a eu en grandissant, des trucs qu'on a vus, qu'on a observés, qui te donnent ce pourquoi là, pourquoi je veux faire ça, pourquoi est-ce que je veux développer ça et tout. Et ça aide. Je crois on va faire encore peut-être tout tour de questions et puis de là, on va ouvrir à tout le monde s'il y a des gens qui ont des questions aussi. On a parlé au départ des tests standards, de GMAT, GRE. Euh, et ici, je sais que pour Khadija, parce que c'est mon cas aussi, et Mustapha, on a tous fait nos bachelors aux États-Unis. Mais je pense que le dénominateur commun qu'on a, c'est que on parle français quand on commence à vouloir étudier pour les tests standards. Et je pense que toute personne qui vient du côté francophone a ce problème-là, que ce soit avec le GMAT ou le GRE. Euh, je voulais savoir un peu, quelles sont vos perspectives sur la préparation au test, mais aussi sur l'utilisation des test waivers? Parce que certaines personnes ne le savent pas, mais certaines écoles donnent les exemptions pour les tests en fonction de ce que tu as eu à faire par le passé, que ce soit professionnellement ou alors sur le plan académique. Mais quelles sont vos perspectives sur la préparation des tests standards? De ma part, en fait, j'ai pas fait de bachelor aux États-Unis. J'ai Oh, étudié avant? au Maroc, oui. J'ai étudié au Maroc. Du coup, j'ai passé toutes mes études au système, on va dire, français. On sait, Euh, yeah.
Alors, pour le GMAT, je vais vous dire, pour le GMAT ou le GRE, pour moi. Alors, j'ai décidé de faire le GMAT. Déjà, je crois, après, vous pouvez décider, mais chacun peut décider pour soi-même, mais je crois que le GMAT est plus approprié généralement pour nous parce que le GRE, tu dois apprendre des mots par cœur, des mots, des mots qui sont compliqués en anglais. Donc, nous, on n'a pas vraiment un vocabulaire très développé en anglais. Mais voilà, mais le GMAT, il est plus compliqué côté raisonnement, je dirais. Donc voilà, il faut faire son choix. Moi, j'ai fait le GMAT, mais si la personne, elle peut apprendre des mots compliqués en anglais, elle peut les retenir. Je crois que le GRE est plus facile côté maths parce que je l'ai essayé, mais je l'ai pas pris officiellement. Par rapport à la préparation, je crois que ça va être difficile. Vous allez être, pour être honnête avec vous, vous allez être un désavantage par rapport aux gens qui soit parlent anglais ou ils viennent de pays qui parlent anglais ou étudient en anglais. Ça va être difficile pour vous par rapport à ces gens-là. Vous êtes en désavantage, mais c'est comme ça. Il faut faire le travail. Donc, un autre problème que vous allez avoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de préparer dans nos pays francophones. Vous n'allez pas trouver des coachs, etc., qui vont vous préparer. Généralement, vous n'allez pas, je crois pas que vous allez voir ça. Donc, il y a les ressources en ligne, il y a voilà, comme Magouche, etc. C'est un prix abordable. Vous pouvez trouver des cours pour préparer. Donc, c'est bien, enfin, je sais que les autres pays francophones, je sais que les revenus, ils sont pas très grands, donc on peut pas se permettre de prendre un coach en ligne à, je sais pas, $400 par heure pour ça pour le GMAT, surtout quand on doit travailler pour beaucoup d'heures. Donc, il faut prendre ces cours-là, tu prends tout un cours pour $400 ou c'est tout un cours qui peut te préparer. Et aussi, il faut passer par les ressources officielles au début. Ça aide beaucoup. Donc, le GMAT, ils ont des ressources officielles. Le GRE, ils ont des ressources officielles. Et c'est pas cher. Vous pouvez les acheter et s'exercer là-dessus. Donc, pour moi, voilà, c'est prendre ces ressources-là, commencer par là. Et surtout pour le GMAT ou le GRE, euh, très important, l'intensité. On se dit, on prend 2, 3 mois et peut-être ça peut aider aussi de réserver le test à l'avance. Comme ça, on perd pas de temps parce que si tu réserves pas le test, tu te dis, ah bon, il reste du temps, je sais pas. Si tu as le test, tu as dit, j'ai payé pour le test, je l'ai dans la date, dans 3 mois, et il faut chaque jour travailler, mettre du temps, peut-être 1 heure par jour, ou je sais pas, les week-ends un peu plus. Et voilà pour préparer. Je sais que vous travaillez en même temps que vous préparez, mais il faut le faire. Et je crois que c'est la chose la plus difficile qui vous prendra le plus de temps pour préparer votre candidature. Voilà. Alors, de mon côté, j'ai pas eu à faire le GMAT. Donc, j'ai apply en 2000. J'ai commencé en 2021, donc c'était le processus d'application 2020-2021. Et donc, il y avait COVID. Et MIT, cette année, avait waive le GMAT pour cette année spécifiquement. Il y avait beaucoup de centres qui étaient fermés. À un moment, c'était avant qu'il y ait l'option en ligne, parce qu'à un moment, c'était parti en ligne. Et donc, ils avaient waive, c'était vraiment, il n'y avait pas de demande ni rien. Donc, après les années qui suivaient, il y avait cette demande, tu pouvais faire une demande de test waiver. Donc, dire, par exemple, je connais quelqu'un qui a été accepté l'année après moi parce qu'elle était au nord, je crois, du Nigeria ou quelque chose du genre. Elle pouvait pas faire le test, elle a soumis. Mais moi, dans mon cas, tu n'avais pas besoin de faire une demande. C'est juste que si tu as, tu soumets. Si tu n'as pas, tu soumets pas. Qui était parfait, qui était une chance parce que j'avais commencé à parler à mon patron pour pouvoir prendre du time off pour l'année qui suivait. Donc, moi, j'avais déjà fait les cours de GMAT et tout ça. J'avais choisi le GMAT, j'avais commencé mes cours, j'avais les Manhattan Prep, j'avais fait mes tests. Et donc, j'étais vraiment un processus de faut que j'ai un peu de temps à moi avant pour apprendre le GMAT et faire le GMAT et ensuite je soumets mon application. Et donc, après, j'ai essayé de faire ça. Et donc, je vais parler rapidement par rapport au test et le processus de préparation. La recommandation que j'ai et qui a été une recommandation que j'ai pas suivie, mais que j'ai vu quelqu'un récemment suivre qui a été excellent, c'est il faut faire un practice test du GMAT et un practice test du GRE et Yeah, ouais. regardez là où vous êtes.
Parfait. C'est-à-dire qu'il faut pas se compliquer la vie. Au début, c'était du genre, ouais, c'est GMAT qui était traditionnellement accepté, et donc c'est ça qui est mieux, c'est la même chose. Donc GRE, GMAT, c'est la même chose. Fais les deux, et puis tu regardes lequel qui te convient le mieux, parce que ils sont différents. Il y en a qui sont plus confortables du côté verbal, qui apprennent plus de cette façon. Il y en a qui sont plus quant heavy, donc qui peuvent comprendre les maths et tout plus. Donc il faut faire les deux. Je m'en rappelle, j'ai une cousine qui est en train de faire son application. Elle a passé du temps à faire le GMAT et je lui avais dit dès le début. Elle a fait le GRE après un mois et demi de faire le GMAT et elle a eu un score tellement élevé comparé à son GMAT. Bon, maintenant elle a switch, mais c'est un mois et demi de perdu. Et donc, même si elle est francophone. Donc, je recommande toujours de faire les deux dès le début. Et honnêtement, le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'honnêtement, moi, je me dis, j'aurais dû faire mon GMAT un peu. C'est valide pour 5 ans. J'aurais dû le faire un peu après finir, quand j'ai fini mon undergrad, vu que je savais déjà que c'est quelque chose que je voulais faire. Parce que après 5 ans, les maths, c'est vraiment, j'ai oublié. J'ai oublié ce que j'ai fait en maths à l'école, etc., etc. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Ça, c'est un. Deux, je recommande de faire les deux tests dès le début et voir là où sont lequel nous convient le mieux. Je think le troisième en faisant les tests, c'est vraiment d'essayer de faire des tests assez souvent, de faire ça en une fois si possible. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à apprendre, oh, j'avais du temps, je compte pas faire l'application until dans 2 ans, 3 ans, donc je vais juste attendre. Et après, like life happens, j'étais en cabinet, j'avais pas le temps, je travaillais des heures de vraiment de n'importe quoi. Et donc voilà, il faut savoir commencer et vraiment avoir un timeline qui est clair, un peu comme ce que Moustapha disait. And just keep track du progress. Et puis aussi regarder chaque fois qu'on fait un test, là où on n'est pas le plus fort. Donc, c'est-à-dire qu'en général, il y a des problèmes qui reviennent. Peut-être les maths, c'est là où j'ai un problème. Peut-être spécifiquement within quant, c'est ce genre de questions qui me posent problème. Et donc, c'est vraiment un exercice à faire et vraiment une analyse à faire chaque fois qu'on fait des tests qui peut nous aider à améliorer coup après coup. Yeah. Et j'ai suivi le conseil que tu as. Le seul advice, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le GMAT en premier. Et si j'avais regardé le score là, je n'allais jamais appliquer au business score. I don't even think I had a 500. Mais le lendemain, je suis allé faire le GRE. Le score était tellement élevé que j'étais stupéfait. Et étudié 3 mois. Je suis allé recomposer. J'ai eu un score. En fait, je n'en revenais pas, quoi. Donc, la clé, c'est de tenter les deux et savoir qu'est-ce qui marche. Il nous reste 10 minutes. Je crois que peut-être on va ouvrir le floor aux participants. Si vous avez une question, vous présentez, vous me dites d'où vous appelez, et puis, if you can be on camera, euh, qu'on essaye de put a face to a name. Yeah, Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis basé à Yaoundé au Cameroun. J'ai un background en private equity et investment banking. Donc moi, je veux faire un MD en fait pour enfin avoir une expérience PE operating et revenir en Afrique faire du private equity. Ma première question serait sur. J'ai entendu dire que maintenant les affirmative action en fait sont interdites aux États-Unis. Donc maintenant, la manière de regarder les candidatures est un peu différente. Je voulais un peu savoir quel est l'impact sur les applicants d'Afrique en fait en général. Euh, Peut-être là. Bon, je vais laisser répondre à la première. Pour le cas de Booth, puisque je suis close to the admission, il n'y a pas eu, au niveau des gens admis, il n'y a pas eu beaucoup d'impact. So, as a matter of fact, Booth cette année a admis le plus grand nombre d'étudiants noirs ever. So, ils sont presque 80 qui ont été admis et qui sont là. Le problème maintenant qui se pose, c'est au niveau des bourses. Avant le Affirmative Action Decision, on admettait les gens et on leur donnait des bourses complètes, especially à Booth. Il y avait un budget pour ça. On donnait des bourses complètes à presque tout le monde qui était noir. Maintenant, ils ont divisé et ils ont donné également à tout le monde et ils ont fait ça un merit-based scholarship. Ce que ça a créé comme problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été admis l'an passé, especially au Nigeria. J'étais à Lagos en juin, j'ai rencontré une bonne partie d'eux. Je crois même c'est en juin que toi et moi on s'est rencontrés, Jean-Baptiste, au Cameroun. Et il y a eu ce problème-là où beaucoup de gens que j'ai rencontrés en Afrique qui ont été admis euh, ne pouvaient pas venir parce que, numéro un,
la bourse n'était pas complète. Numéro deux, les gens qui donnent les loans, les banques qui proposent les loans ne donnaient pas le loan assez pour couvrir la pension. Ça, c'est l'impact qu'il y a eu. Mais au niveau des admissions, si tu as une application qui est strong enough, tu devrais passer. Justement, ma deuxième question est liée au financement. Bon, pour mon cas particulier, peut-être, bon, j'ai eu une admission dans une école T15 l'année passée. Et justement, je n'ai pas eu de scholarship. Et j'ai eu ce problème de loan où j'ai trouvé un loan qui couvrait uniquement la moitié. Donc, je voulais savoir si particulièrement maintenant, il y a d'autres institutions qui permettent d'avoir des loans complets ou, oui. Donc, comment trouver le bon mix de financement, en fait, pour pouvoir venir étudier une fois qu'on est admis. Pour Booth Again, on a, on a eu cette discussion avec le Admission Department et le Board of Trustee a voté pour ajouter un troisième loan provider qui a permis que, parce que même les étudiants internationaux avaient ce souci, pas seulement les Africains, mais les gens venant de l'Europe aussi. Et ce troisième loan provider-là a couvert le gap. Le problème avec le loan était dû aussi au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient très élevés et je pense que là, avec l'inflation qui est en train de cool down, je crois la Banque Centrale Européenne a coupé les taux d'intérêt hier ou avant-hier. Donc, je crois que là, les taux d'intérêt vont baisser. Et quand ils baissent, ça devrait aller pour le prochain cycle, en fait. Ok, Je sais pas merci si beaucoup. tu as un insight, Khadija ou Mustapha. Et un peu plus généralement pour le financement. Et si tu as eu le processus, donc peut-être tu connais, bon, je sais que déjà qu'il y a des universités qui sont connues pour donner plus d'argent que d'autres. Je sais que MIT, par exemple, ils n'ont pas cette réputation, malheureusement. Ouais. Ils sont connus pour ne pas assez de, parce qu'en fait, c'est cette idée de merit-based scholarship versus need-based. Donc, merit, c'est un peu, ça dépend, en fait. Bah, qu'est-ce qui Mhm. détermine le mérite? Est-ce que c'est parce que tu as travaillé dans un certain domaine, dans une entreprise? Est-ce que c'était notes de undergrad, etc. Donc, c'est assez aléatoire. Alors que need-based, bon, on regarde ton salaire et en général, quand tu es dans un pays africain que tu ne gagnes pas en dollars, on voit que tu as le besoin plus que peut-être si tu es aux États-Unis et que tu as un certain nombre. Donc, en fait, des fois, c'est vraiment de regarder ces universités-là, peut-être qui sont plus propices à donner des financements que d'autres. Donc, il y a ça. Ensuite, en général, je sais que moi, j'avais je regardais en fait tous les scholarships, surtout si c'était pour les femmes qui étaient en tech, si c'était les Africaines qui étaient en tech, etc. D'un point de vue scholarship externe aussi. Et je crois que j'avais reçu only one de celui-là. Donc, j'avais reçu de l'école, j'avais reçu celui-là. Et un autre programme que j'avais fait dans l'école, c'était un fellowship pour les gens qui étaient intéressés par l'entrepreneuriat et que j'ai reçu. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, pour les loans, j'ai pas eu à prendre pour la majorité parce que moi, mon idée, c'était vraiment mon approche de financement. C'est que je vais tout mettre dans ce truc-là pour ne pas avoir de loans parce que je savais que je voulais rentrer à Dakar juste après. Et impossible pour moi de rentrer à Dakar juste après si j'ai 100 000 dollars de loan en USD et après je rentre pour me faire des francs CFA. Donc tout, j'avais déjà mes savings parce que je savais déjà que je voulais partir. Il y a les scholarships que j'ai cherchés left and right. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui était mes stocks, mes investissements dans les stocks, j'ai tout sorti et j'ai tout mis dedans. Et après, ça m'aide pour vraiment ne pas avoir de loans. Mais je sais que nous, c'était Discover, mais il y avait le problème de ce que Rodrigue disait, le interest rates. Surtout nous, parce que c'est quand ça avait juste commencé. Et donc, au milieu de l'année, c'était des interest rates de 12, 13%, 14% qui étaient un peu... Bon, je crois que maintenant, c'est mieux comparé à Dan. Je ne sais pas, parce que quand même, ça fait un an que j'ai fini. Mais en général, je sais que les universités peuvent assister. Et aussi d'essayer de parler... les Africa Business Schools dans les universités, en général, il y a toujours quelqu'un qui a un lien avec l'équipe d'admission. Je sais que nous, Mhm. on fait ça aussi de notre côté. Des fois, c'est un problème qu'il faut flaguer, c'est-à-dire que j'ai tel problème et comme ça, ils peuvent pousser ça de leur niveau de l'admission et peut-être qu'ils vont te donner des alternatives directement. Ça peut être plus facile que d'essayer de contacter l'université directement qui peut ou ne peut pas répondre. Et un autre truc dans la recherche de l'école aussi, certaines écoles ont des systèmes où ils donnent les loans eux-mêmes. Par exemple, Kellogg a ça. C'est-à-dire, si par exemple, Jean-Baptiste, tu avais été admis à Kellogg, par exemple, Kellogg, en fait, ils ont leur provider interne où l'école te prêtait de l'argent pour aller là. Et puis, ça bypass tout ce problème-là, quoi. Un autre truc à noter aussi que, généralement, on ne connaît pas quand on n'est pas à l'école, c'est que si tu fais investment banking et tu es noir,
Quand tu reçois ton offre la première année, il y a ce qu'on appelle le Diversity Fellowship. La banque va te donner 50 000 $ que tu peux utiliser pour payer ta pension. Et les boîtes de conseil McKinsey, BCG Bain, généralement remboursent ta deuxième année d'école si tu fais le stage et tu acceptes le return offer pour revenir full-time. Donc ça, c'est des trucs aussi qui existent, que très souvent, on n'en parle pas souvent, mais je connais beaucoup surtout les Nigérians qui sont à bout cette année, qui ont eu les return offers à McKinsey. McKinsey va payer leur deuxième année, par exemple, à bout. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre le même niveau de prêt qu'ils ont pris l'an passé en venant la première fois. Ouais, merci. Et une Ouais. dernière chose sur le financement. Il faut demander plus. C'est-à-dire que quand une université donne, il faut envoyer des mails à n'en plus finir pour demander plus. C'est pas grave si c'est 10 000 emails, c'est pas grave. Ouais, Et si ouais, on te donne 10 000, demande 50 000 et après, même si te donne 20 000, c'est bon. Mais vraiment, ouais, il faut insister. Le pire des cas, c'est qu'ils disent non, mais il faut insister. Moi, ça a marché. Ils m'ont rajouté un tout petit peu. Mais je connais quelqu'un l'année qui a suivi. Elle avait pas de scholarship et après, elle a eu 40 ou 50 000. Donc, c'était vraiment une grande différence. Donc, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle a envoyé des mails chaque mois, dès le début, et après, elle a parlé à l'admission, etc. Donc, c'est quelque chose à faire. C'est pas forcément dans le guide de procédure et les manuels de procédure, mais vraiment, il faut le faire quand même. ouais. Et puis, généralement, si tu as une offre d'une école qui est ce qu'ils appellent peer school, par exemple, dans les M7, si tu as été admis dans un M7 school, tu as une offre d'un autre M7. Généralement, tu peux utiliser une offre pour jongler. Il y a un gars à Bouffe chez nous, Nigérian, qui a eu une offre à Kellogg et une offre à Wharton. Il a utilisé les deux offres et Bouffe lui a donné full ride et il a choisi Bouffe à la fin, quoi. Donc, il y a des gens qui utilisent aussi ça, quoi. Je crois qu'on va aller avec la question de wisdom avant de close. Hello, j'ai une question qui est liée à l'âge. En fait, enfin, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un problème en fait dans le monde francophone d'information. Moi, j'ai découvert en fait le monde des MBA il y a 2 ans. Je n'avais jamais entendu parler. Enfin, si, j'avais lu l'histoire de Tidjane Cham, mais c'était trop éloigné pour moi, quoi. Donc, j'ai un parcours. Enfin, j'ai fait un master en physique. Ensuite, j'ai fait Centrale Paris. Du coup, cumulé, ça fait déjà beaucoup d'années d'études. Donc, ensuite, le travail. Donc, on se retrouve en train de candidater pour un MBA à 34 ans. Et quand on regarde les moyennes d'âge, enfin, que les écoles affichent, on est sur autour de 25, 27 ans. Je ne sais pas quelle est la réalité en fait. Du coup, c'est un frein aujourd'hui, typiquement pour moi. Je suis en train de préparer le GMAT et tout. Mais l'idée de me dire, peut-être je suis en train d'investir dans du vide, euh, elle représente un frein. Enfin, je veux dire, l'âge représente un frein. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que j'y vais à fond parce que je suis certain que je vais avoir un bon GMAT, je vais avoir un bon dossier et ils vont pas regarder l'âge? Ou alors, est-ce que c'est genre rédhibitoire et qu'il faut regarder autre chose, autre type de programme, comme les MSX et tout, sachant que moi, je ne vois pas l'intérêt, ayant discuté avec des potes qui sont dans les universités américaines, de faire un programme d'une année et risquer de ne pas pouvoir intéresser le marché américain, par exemple, parce qu'on n'a pas fait de stage, etc. Voilà ma question. Euh, Disons que l'âge n'est pas tellement un problème. En fait, dans la recherche des écoles, il y a généralement ce qu'on appelle le class profile. Sur la page du class profile, vous pouvez voir la moyenne, le range des âges. Généralement, ils vont dire la moyenne, c'est 27 ans. Et puis, la moyenne, si on connaît les statistiques, la moyenne n'est pas représentative vraiment de la distribution des âges. C'est une mesure de tendance centrale. Donc quand on regarde la moyenne, si par exemple il y avait le médian, c'est plus descriptif, mais la moyenne, c'est juste la moyenne. Il y a les exemples là qui sont là. Mais généralement, euh, il y a des écoles où on peut regarder en fait le range des âges. Je sais que par exemple, quand moi j'appliquais, il y a un gars à Wharton qui avait 44 ans.
Et il y avait un gars à Tech qui avait 42 ans. Et c'était pas un problème. Par contre, je sais que il y a des écoles comme à Harvard. Harvard est un peu strict au niveau, pas strict, mais ils aiment quand les gens sont un peu plus jeunes. Là, les applicants sont un peu plus jeunes. Quand tu regardes la moyenne d'âge à Harvard, elle est 1 an de moins que la majorité des écoles là dehors. C'est parce qu'ils préfèrent un peu les plus jeunes. Mais les autres écoles sont fines. À Booth, généralement, ou à Berkeley, ils ont des gens un peu plus âgés parce que beaucoup ont fait l'armée américaine avant de s'inscrire à l'école. La moyenne d'âge des hommes à Booth, par exemple, c'est 31 ans. Et la moyenne d'âge des femmes à Booth, c'est 27 ans. Et cette moyenne d'âge est 31 ans parce qu'on a beaucoup de gars là-bas qui ont 34 ans, qui ont fait l'armée. Ils étaient officiers dans l'armée avant de venir faire leur MBA. Donc l'âge à 34 ans, ce n'est pas, c'est pas un problème. Par contre, à 34 ans, l'admission expecte que tu aies une certaine maturité et que dans le Why MBA and Why Now, que tu sois clair et concis dans ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Ce n'est que ça en fait. Ok, merci beaucoup. Je crois, je vais ajouter une chose par rapport à ce que Rodrigue a dit, c'est que quand on a plus d'expérience, et même moi par exemple, j'ai 7 ans d'expérience, ils s'attendent à ce que vous ayez gravi les échelons par exemple, si vous êtes dans in the corporate world, que vous ayez un poste qui est plus haut ou que ils aiment généralement, ce n'est pas les années d'expérience, mais c'est la progression. Et ils disent que c'est la qualité, donc c'est la progression ils aimeraient voir que vous aviez progressé et assumé plus de postes de leadership au fur et à mesure que votre carrière progresse. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Il y a quelqu'un qui a mis une question dans le chat là. Je crois que c'est Audric. Audric Donfac. Euh, en fait, c'est deux questions. Quelle est la meilleure institut pour un MBA si on veut faire une carrière en finance ou en entrepreneuriat tech? Est-ce que c'est mieux de faire son MBA aux USA, INSEAD? Comment optimiser sa candidature? Euh, En ce qui concerne des carrières spécifiques, je pense que à l'époque, les gens disaient peut-être si tu veux faire marketing, va à Kellogg, ou si tu veux faire dans le social, va à Yale. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand tu regardes, the best thing to do, il faut regarder les reports des écoles. Et généralement, chaque école, at least at the M7 level, envoie les gens un nombre décent de personnes en finance. Et chaque école aujourd'hui a un centre d'entrepreneuriat. Je ne pense pas que il y a une école spécifique qui a un centre d'entrepreneuriat qui est meilleur que le reste, en fait. En fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Si tu as une idée, ton idée, c'est un secret et que l'idée va réussir. La majorité des écoles ont les ressources significatives pour pouvoir aider. Donc, le mieux, c'est juste une décision personnelle de est-ce que quand tu vas et tu discutes avec les élèves, les alumni et le staff de cette école, tu te vois en fait en train de réussir dans cette école-là. Mais au niveau des top MBA programs aux États-Unis, euh, il y a des opportunités pour toutes ces carrières-là, en fait. Parce que tout est normalisé. À peu près 30% va en consulting, à peu près 25% va en finance, à peu près 10% va en tech. La majorité des écoles ont cette distribution-là et tout. Est-ce que c'est mieux de faire le MBA aux UNSA, INSEAD? I don't know. Je ne sais pas. Je n'ai pas fréquenté à INSEAD, j'ai pas fréquenté en France, donc je sais pas. Euh, je sais pas. Je, Et je l'autre, crois, si je me permets, parce que j'ai oui. cherché beaucoup l'INSEAD, je crois que de ma connaissance, l'INSEAD, elle est très connue pour le conseil. Par Mhm. contre, du fait qu'elle est en France et en Europe, alors le tech, il n'est pas aussi développé en Europe qu'il est aux États-Unis. Donc, généralement, si tu étudies aux États-Unis, tu as plus d'opportunités en tech du moment que, voilà, le tech, il est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en Europe. Mais là, l'INSEAD, c'est très bon pour le conseil. Okay. And then the last question, comment optimiser sa candidature?
I think c'est différentes choses et je suis d'accord avec les deux premiers points. Je crois que à un moment ça devient un choix personnel. Ce sont de bonnes universités de toutes les façons. I think que ce soit entrepreneuriat, finance, ce sont des topics qui reviennent tout le temps de toute façon. Je crois pas que tu vas aller à Harvard et tu te dis oh non j'aurais dû aller à Stanford. Bon après bien sûr il y a des universités qui sont plus connues pour certaines choses que d'autres et c'est là où le employment report comes in. INSEAD, c'est un bon programme. Là, par exemple, quelque chose que ça a de différent du typical MBA, c'est, je crois, 18 mois, un an et demi au lieu d'un typical MBA qui est 2 ans. Donc, il peut être un avantage. Moi, je sais que j'avais regardé ça à un moment parce que c'était plus court. Mais à la fin de la, c'est une décision personnelle de, OK, j'aime bien la culture, j'aime bien les gens avec qui j'ai parlé. En général, les gens sont affectés dans telles entreprises et autres. Et ensuite, en termes de sa candidature, c'est vraiment regarder ce dont moi, ce que j'avais fait honnêtement, c'est que j'avais juste regardé quelles sont les différentes parties de l'application. Donc déjà, il y a le GRE, GMAT et avoir une bonne idée de où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a besoin peut-être de faire des cours supplémentaires parce qu'il y en a par exemple qui vont faire les MBA Math là parce que peut-être que le score de GMAT n'est pas aussi élevé et qu'ils veulent montrer qu'ils ont la capacité de faire le quant. Regarder les notes, où est-ce qu'on se, regarder genre la moyenne de la classe et où est-ce qu'on est à peu près. En fait, pour avoir une bonne idée de son profil, comment est-ce qu'on est en termes d'âge, comment est-ce qu'on est en termes de GRE, GMAT, comment on est en termes de notes, comment on est en termes d'années d'expérience et avoir une idée d'où on se tient et quel travail il faut faire dans quelle partie. Ensuite. Et ensuite, c'est l'idée de savoir raconter ton histoire. Donc, comment est-ce que tu peux en un essai de 300, 400, 500 mots au grand maximum, vraiment de raconter ton histoire, ton expérience personnelle que tu as eu à avoir peut-être 2, 3, 4, 5 ans ou plus, et aussi comment est-ce que ça, tu vas tailler ça à ce que tu veux faire après. Et ensuite, c'est vraiment parler, si possible, de parler aux alumni, d'essayer de faire les événements que les universités ont qui sont virtuels pour avoir une idée en fait des buzzwords sometimes qui viennent. Et c'est bon de connaître l'université. C'est bon de savoir, par exemple, oh, il y a un Africa Business Club qui fait X, Y, Z. Il y avait un cours que j'avais regardé qui m'intéressait beaucoup, le Global Entrepreneurship Lab, que j'avais mentionné dans mon application et que j'ai eu à faire après. Donc, avoir une bonne idée de l'université, une bonne connaissance de l'université quand même à un certain niveau, ça peut toujours aider une fois que peut-être tu mets ça un peu dans ton application et que tu mentionnes, qui montre en fait que tu as un intérêt pour cette université spécifiquement en plus du MBA en général. All right. Is Ope, do you want to close us? Euh, Bon, je dirais que je vais juste rajouter un point par rapport à ce qu'a dit Khadija. Donc, la première des choses, c'est pour optimiser sa candidature, c'est, bon, si tu targetes une école, il faut voir, bon, le class profile et savoir, par exemple, leur average GMAT, GRE et essayer de se mettre au niveau de ce score-là, parce que c'est important. Comme ça, tu ne te défavorises pas. Sinon, si tu n'as pas ce score-là, il faut avoir un compromis ailleurs. Et comme elle a dit, moi par exemple, j'avais pas un score en dessous de notre école, mais c'est que ça aide toujours dans ton application voilà, d'optimiser. Par exemple, tu peux avoir de meilleures bourses, de très bonnes bourses si tu optimises. Par exemple, si tu es au score de l'école, etc., le mieux c'est, le plus de chances tu as pour avoir une bourse. Par exemple, moi, j'ai pu avoir une bourse complète plus une stipend. Et ils te donnent de l'argent voilà, pour subvenir voilà, au loyer et tout ça aux États-Unis. Donc, euh, la chose que j'ai fait, par exemple, c'est, l'on a parlé, tu parles aux alumni, et comme ça, tu peux savoir des choses sur cette école que tu ne trouverais pas sur le site web. Et tu peux les mentionner ton application, dans tes essais, et aussi, you can name drop people. Tu peux parler de certains noms, auxquels tu as parlé et des alumni et parfois ils peuvent les reconnaître et se dire voilà, ça rajoute de la crédibilité à ton essai, voilà. Je pense que certaines écoles même te demandent dans l'application à qui est-ce que tu as parlé. Ok, je savais pas ça. Et à Booth, on demande à qui est-ce que tu as parlé et quand est-ce que tu as parlé à la personne. Et je pense D'accord. MIT demande qui dans la
communauté de MIT, alumni ou career student, tu as eu des interactions avec aussi. Je crois que MIT demande ça aussi. Donc c'est important, c'est important. Okay, I think we went a little bit over time, okay. But I hope this was helpful. J'espère que c'était helpful pour tout le monde. Um, et si des gens ont d'autres questions, pour moi, tu peux rechercher mon nom sur LinkedIn and message me with any questions. Yeah, thanks, Roderick, for moderating this, and thanks to our panelists, Mustafa and Katja, for being here. Um, for my limited knowledge of French, I know it was very insightful. Just want to say thanks to everybody that joined the session and thank for your questions as well. Like Roderick said, if you have any questions, you can reach out to him via LinkedIn or reach out to any of the panelists as well via LinkedIn. Just mention that you had the session from Lane, and they'll be happy to kind of answer any questions you might have. Also, feel free to also fill out the attendance forms as well as join the Lane class so you can get more information on sessions coming up. And yeah, we're here to assist throughout any step of the process as well. And yeah, that's about it. So thanks everyone once again, and hope you have a great weekend ahead. Thank you. Thank you. Bye.